je tenais à dire une forme de satisfaction d'être auditionné en tant qu'organisation représentative des agents sur des sujets qui parfois nous laissent un peu de côté, et c'est un peu ce qui fera le sujet de ces quelques mots que je vais dire. La question du recours au cabinet de consultants, je ne sais pas s'il y a plus ou moins de recours sur le long terme, mais en tout cas c'est un sujet qui remonte déjà à quelques années et qui arrive un peu sur le devant de la scène, si j'ose dire, dans les années 2000, avec notamment la création d'une direction qui a suscité un peu des commentaires, la Direction générale de la modernisation de l'État, qui en faisait une espèce de porte d'entrée des consultants au cœur même de l'administration de l'État et de Bercy. On a aussi assisté dans cette même période à une sorte de disqualification de la parole des organisations représentatives des personnels et du coup des fonctionnaires dans leur ensemble, à une époque où un Premier ministre, même si c'était peut-être une maladresse, je n'en sais rien, mais avait parlé des fonctionnaires comme de moules accrochés à leur rocher. Donc on voit apparaître une sorte d'installation, j'ai envie de dire comme une forme de syllogisme, que la modernisation ne pourrait se faire que sans les fonctionnaires, voire contre les fonctionnaires et les agents publics, alors même que les ressources, et je pense qu'un certain nombre des auditions que vous avez déjà faites disent un peu la même chose, alors même que ces ressources existent, et elles existaient aussi déjà il y a 20 ans. On peut citer quelques exemples, je pense notamment à toutes les compétences en ingénierie, qui ont été largement abandonnées par l'État. Et d'ailleurs, ces ingénieurs de l'État qui accompagnaient souvent des collectivités territoriales, font que celles-ci n'avaient pas été les dernières à s'émouvoir de ces abandons de compétences et que, au-delà des principes, ces abandons de compétences avaient aussi des conséquences non négligeables finalement sur la dépense publique, parce qu'à leur tour, les collectivités, par exemple, étaient obligées de recourir à des cabinets privés. Donc, outre ces questions politiques et budgétaires, je tiens à rappeler quelques questions qui nous préoccupent souvent et des questions de gouvernance qui sont souvent trop absentes du débat, nous semble-t-il. Donc avant la circulaire récente du Premier ministre, avant la réforme de l'encadrement supérieur qui est en cours de déclinaison et la création de la direction interministérielle de l'encadrement supérieur de l'État, les compétences, je l'ai déjà dit, les compétences internes existaient, mais il existait aussi, je crois qu'à un moment il faut le dire, et malheureusement, des cadres de l'administration qui étaient ou qui sont sous-employés, voire parfois qui étaient sans affectation. Une autre part de richesse de ces compétences, c'est les universitaires et les chercheurs qui peuvent être sollicités, eux aussi, pour éclairer des prises de décision et des conduites de projet. Mais l'un des autres moyens, outre les agents eux-mêmes, de la conduite du changement ou des transformations, c'est, nous semble-t-il, le dialogue social. Alors, il ne s'agit pas d'opposer ces moyens entre eux, le recours au cabinet, les agents eux-mêmes, le dialogue social, mais nous semble-t-il que l'objectif devrait être de les associer mieux pour limiter les risques et favoriser du coup les réussites, les risques d'échec, les risques aussi de conflits, les risques de surcoût. On en voit régulièrement des exemples. Donc après, associer les représentants des agents, et c'est peut-être aussi un peu ce que vous faites, au partage des enjeux, à la conduite du projet de changement,
aux évolutions des modes de management, donner les moyens aux représentants du personnel de monter eux aussi en compétences, parce que finalement ça aussi ça s'accompagne, sont autant, nous semble-t-il, d'éléments indispensables à une co-construction utile et aux administrations et établissements publics, parce qu'il n'y a pas que les administrations, il y a aussi les établissements, pour mener à bien des projets d'ordre souvent divers. En tout cas, la CFDT voit positivement la volonté affichée de réduire le recours au cabinet de consultants. On voit aussi positivement la valorisation de l'expertise et de la compétence des agents publics. Et donc, on appelle de nos voeux, et on voit peut-être émerger, l'avenir ne le dira, une meilleure gestion de cette richesse humaine qui est celle de la fonction publique. Mais, j'ai envie de dire à ce stade, soyons prudents. Il nous semble que la route est encore longue vers une gestion du changement ou de la modernisation ou encore de la transformation. Enfin, on voit aussi évoluer la terminologie sur tous ces sujets, toute transformation qui ne se fasse pas contre les agents, mais bel et bien avec eux. Il nous semble là aussi que donner la parole aux agents et les écouter est l'un des moyens les plus sûrs de concilier un meilleur service aux usagers, parce que souvent on a tendance à oublier cette finalité, un meilleur service aux usagers, une amélioration des conditions de travail aussi, et souvent ce sont des thématiques qui vont de pair, et pourquoi pas une réduction des coûts en réinternalisant un certain nombre d'actions. Alors, on peut tenter d'être aussi optimiste en se disant que on est peut-être passé, mais on assiste souvent à des vagues successives d'un discours public qui varie sur la fonction publique, qu'on est peut-être passé d'une espèce de détestation publique et assumée de la fonction publique à un besoin, lui aussi énoncé et assumé, de services publics sur l'ensemble des territoires. Et donc ces enjeux de transformation et d'adaptation qui sont devant nous doivent être, nous semble-t-il, au cœur de nos quotidiens. En tout cas, ils ne doivent certainement plus être l'occasion de soupçons sur les moyens qui sont mis en œuvre. Ça, c'est le souhait qu'on formule. Et la gouvernance de ces évolutions doit, elle aussi, être revue et améliorée vers davantage de transparence aussi, du coup. Et c'est en tout cas la conviction que nous portons. Merci, madame. Nous allons entendre maintenant monsieur Faré pour l'UNSA Fonction publique. Bon, voilà. Pour l'UNSA Fonction publique, l'accroissement du recours au cabinet conseil peut conduire à une forme de privatisation de l'action publique. En effet, si les pouvoirs publics abandonnent des champs d'expertise entiers nécessaires à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, ils se condamnent à une dépendance à ces acteurs privés à but lucratif, mais aussi à augmenter l'influence des lobbies éloignés de l'intérêt général, indispensable à la cohésion sociale. Dans certains cas, les cabinets conseils peuvent apporter une expertise qui n'est pas encore présente, mais qui est cependant nécessaire, comme par exemple pour les procédés informatiques nouveaux lors de phases d'investissement ou de remise à niveau. Mais ce ne doit être que ponctuel et non pas structurel. Force est de constater que le choix de recours à ces cabinets est aussi motivé par la possibilité qu'ils offrent de contourner les recrutements publics et les règles des marchés publics, contre cependant un coût très important, mais qui n'est pas du tout contrôlé avec la même rigueur que les coûts de rémunération publique. Compte tenu des tensions importantes sur les effectifs, les administrations sont rarement en mesure de pouvoir proposer des équipes dédiées aux nouvelles initiatives, tout en maintenant l'activité déjà en place, surtout depuis la période 2007-2012 avec la RGPP. Les marchés étant pluriannuels, ils n'ont pas été remis en cause lors du passage à la mandature suivante. Le SGMAP a continué, après la DGME a utilisé des marchés de conseil et les a proposés au ministère. Sous l'actuelle mandature, le recours s'est accru et les cabinets de conseil ont été invités à proposer jusqu'à des politiques publiques. Le recours au cabinet conseil
de plus en plus fréquent a plusieurs effets. D'abord, de légitimer les compétences internes. J'ai dit de délégitimer. Actuellement, 140 millions... Voilà. Actuellement, 140 millions d'euros en moyenne annuelle sont censés combler des compétences dont l'État serait dépourvu. Mais dans la majorité des cas, l'administration, compte tenu de sa taille et des qualifications de ses cadres, dispose dans la réalité très largement de ces compétences. Cette situation engendre de la défiance dans sa propre administration. Par ailleurs, pour conséquence de freiner les recrutements nécessaires au maintien d'une expertise interne. Comme pour toute externalisation, il convient de disposer d'une maîtrise d'ouvrage forte pour pouvoir les encadrer, mais même celle-ci finit par être déléguée, ce qui peut conduire aux dérives que nous constatons actuellement. Si les agents qui disposent de la compétence sont trop peu nombreux et insuffisamment valorisés, il devient probable que les commanditaires auront recours à une externalisation. De plus, l'activité des consultants produit une forte charge de travail pour les cadres actifs de l'administration qui s'ajoute à leur mission normale dans des circonstances souvent tendues par le manque d'effectifs. Ils vivent cette intrusion comme un contournement de la chaîne hiérarchique qui se dispense des responsabilités qui incombent normalement à leur encadrement, comme le respect d'un certain climat social, de la politesse, de la connaissance de la charge de travail, de la priorisation des actions, de la reconnaissance, du maintien de l'équipe dans la durée. Par ailleurs, l'encadrement supérieur peut aussi se défausser sur les consultants et ainsi se déresponsabiliser. Il s'appuie alors de plus en plus souvent sur les conclusions des rapports de ces cabinets qui fournissent jusqu'à des recommandations politiques, ce qui constitue un pouvoir d'influence par des organismes privés à but lucratif. Cela conduit à créer des strates supplémentaires et à renforcer des conflits de valeurs et d'intérêts. De plus, le coût du recours à ces cabinets est exorbitant. Par exemple, 3 jours de travail d'un consultant sont facturés à l'État plus cher qu'un de ses cadres de catégorie A type pour un mois. Il s'agit pourtant d'agents qui ont le même niveau de qualification et ont souvent les mêmes diplômes. Par ailleurs, si la facturation correspond à des prestations intellectuelles, la réalité du livrable correspond bien plus à des prestations de communication, impression, présentation, événements, outils. La part intellectuelle est donc souvent limitée. À titre d'exemple, le guide du télétravail publié par la DGFP a coûté plus de 253 620 € pour nous, un coupé-collé des éléments produits par la DGFP. S'agissant de prestations, elles sont attribuées aux commanditaires maîtres d'ouvrage. Une autre équipe de consultants, règle du tourniquet, viendra accompagner la mise en œuvre des orientations présentées par le premier cabinet, ce qui génère des boucles de dépenses au profit de ces mêmes cabinets, et ce, dans le but de pérenniser leur intervention. Les livrables produits à des coûts exorbitants ont une qualité discutable et leur utilité n'est pas toujours avérée, à l'instar du rapport sur l'évolution du métier d'enseignant, dont le montant est tout de même de 496 000 €. Beaucoup de consultants sont incités par leurs employeurs à chercher à s'embaucher chez le client dans une stratégie d'essaimage nécessaire à la GRH de ces cabinets. Ce sont des structures très pyramidales qui exigent un important flux de départ de cadres entre chacun des échelons de responsabilité du cabinet. Ces anciens consultants, privés de débouchés professionnels dans le cabinet, se retrouvent consolidés dans des contrats publics au sein des administrations où les perspectives de carrière, du moins jusqu'à la loi de 2019, étaient très limitées. Les possibilités ouvertes par cette loi, permettant de recruter des contractuels sur tous les postes, y compris de direction, font craindre que les cabinets de conseil qui disposent d'un accès privilégié aux décideurs et ont besoin d'alléger leurs effectifs n'utilisent ces moments pour forcer le recrutement de certains de leurs cadres. La composition de la DGME, SGMAP, DITP illustre très bien ce phénomène. Outre le recrutement d'une main-d'œuvre à peu près inutile, l'intérêt des cabinets étant précisément qu'ils sont à l'extérieur de l'administration, ces anciens consultants ont tendance à encourager le recours au cabinet et à faire pression pour un assouplissement des règles statutaires afin de trouver des perspectives. De même, le pantouflage de hauts fonctionnaires favorise les conflits d'intérêts. Le recours au cabinet conseil sans la possibilité d'encadrer leur activité peut générer des risques juridiques. Ils ont en effet accès à toutes les données que l'État a par ailleurs besoin de sécuriser, enjeu des logiciels et aussi de l'intelligence artificielle qui sort de la maîtrise de son contrôle. Du point de vue des agents, ces interventions hors cadre créent de la souffrance car leurs compétences ne sont pas correctement utilisées
et ils déplorent souvent un manque de respect de la part des consultants qui leur sont imposés. Aujourd'hui, aucune règle n'impose aux décideurs de soumettre au dialogue social le recours, les activités et les impacts de l'intervention des cabinets de conseil. Pour remédier à cette situation, l'UNSA Fonction publique préconise de mieux anticiper et encadrer et contrôler le recours à ces cabinets. En internalisant l'expertise et les compétences, en redonnant des capacités et des missions au corps de contrôle et en développant cela sur tous les versants. On pense en particulier à une filière d'inspection et de contrôle interversant. En renforçant les réglementations pour une plus grande transparence sur l'utilisation des services de conseil, en encadrant les interventions de ces cabinets qui ne doivent en aucun cas devenir des donneurs d'ordre des agents publics, ni des bloqueurs d'informations ou d'actions, en obligeant les commanditaires à la transparence sur les coûts et les externalisations des prestations. Nous proposons avant tout recours à une prestation de conseil qu'une alternative interne soit soigneusement examinée sur la base de la qualité et de l'optimisation des ressources, en créant des filières de formation et d'expertise nécessaires au secteur public et en utilisant la recherche française via des partenariats public-public, en dotant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de moyens dédiés à la lutte contre la corruption. Et en tant que bonne pratique, il devrait également y avoir une consultation complète avec les parties prenantes concernées. Il faut notamment conférer des moyens d'expression légitimes et formels aux représentants du personnel pour que cette question rentre dans le cadre du dialogue social. Et en conclusion pour l'UNSA, le secteur public dans son ensemble a un objet très différent des entreprises privées. Par conséquent, un cadre alternatif est nécessaire pour ne pas forcer les administrations à agir comme des entreprises. L'intérêt général est au cœur de l'action publique. Par la maximisation du profit, le secteur public doit également mieux protéger les lanceurs d'alerte. Et nous insistons sur cette dernière proposition, renforcer cette protection grâce au projet de loi en cours de discussion et à sa mise en œuvre. Je vous remercie. Merci, M. Faré. Maintenant, pour les 8 minutes dédiées à la CGT, une intervenante ou vous voulez partager ? On fera une intervention à deux voix. Très bien. Je vous laisse la répartition. D'accord, je commence et Delphine continue. Oui, donc pour nous, on va répondre quand même dans notre intervention à pas mal de questions que vous avez posées, en partant de constats que nos camarades ont fait dans leurs administrations. Donc déjà, le premier constat, c'est la méconnaissance de bon nombre de ces cabinets sur le sens même des missions de service public. Et c'est palpable quand on les écoute parler. Quand un cabinet de consultants va vous parler de clients et pas d'administrés, on n'est déjà pas sur la même logique. Donc effectivement, cette difficulté, cette méconnaissance amène aussi des fois ces cabinets à ne pas prendre en compte la qualité du service rendu à tous les administrés. Et on voit aussi ça, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, puisqu'il y a aussi des problématiques à prendre en compte. Donc quand on part sur des réorganisations d'administration ou autres, ça souvent ce n'est pas pris en compte. Donc ces cabinets interviennent plus dans une logique mercantiliste qui est bien éloignée de la notion de service public telle qu'on l'a conçue après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un manque de compétences en interne, mais bien un manque de personnel dédié à ces missions qui oblige les administrations à sous-traiter au privé. Et donc du coup, ce qui fait que certaines administrations ont pu garder des départements stratégie et prospective, mais bon nombre n'ont pas pu, et donc toute cette partie est sous-traitée au privé, avec effectivement une méconnaissance. Du coup, on se rend compte que généralement, l'administration pourrait faire elle-même ce qu'elle sous-traite au privé, même mieux, mais faute de moyens de TP, elle ne peut pas le faire. En revanche, aucun contrôle n'est fait sur ces marchés publics et l'utilisation de ces données qui sont quand même les impôts des administrés. Donc, concernant la sous-traitance dans le domaine informatique, vous nous avez interrogé dessus, il faut quand même prendre en compte que le domaine informatique c'est un domaine avec des métiers sous tension aujourd'hui. Et que compte tenu du faible niveau de rémunération dans l'administration par rapport au privé, puisque du coup il y a une tension, donc une concurrence, l'administration est normalement à recruter. Alors sur concours déjà, les agents ne se présentent pas. Et même en proposant des CDI, les agents ne resteront pas. C'est-à-dire que avec un CDI, bien souvent, vous avez des jeunes qui sortent d'école, qui vont faire ça 2-3 ans pour avoir une expérience et qui après vont partir dans le privé parce que là, effectivement, ils auront des perspectives de carrière qui seront meilleures et ils auront également un salaire qui va avec. Donc, ils auront plus de facilité à se projeter. Donc ça, c'était sur l'aspect informatique. Donc la première conclusion de ces constats, c'est qu'on est passé de l'état stratège à l'état otage de la financiarisation, avec les intérêts privés qui prennent le pas sur l'intérêt général. Et donc ça pose quand même un petit problème de modèle de société tel qu'on le conçoit et de réflexion à poser sur qu'est-ce que l'appareil de l'État et qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est aussi la question de la puissance publique qui revient.
Alors après, sur le collectif de travail, parce que ça, il faut aussi en parler, ces cabinets ont un impact très négatif. La plupart du temps, car ils ne rencontrent pas les experts métiers dans les administrations. Ils ont tendance donc à proposer un livrable, ce que disait M. Faré de l'UNSA, donc des livrables qui sont plus de la communication. Et quand des fois, ils interrogent les experts métiers pour voir comment amorcer une transformation ou mettre en place une nouvelle mission, ils ne les comprennent pas parce qu'il y a un problème culturel. Ou alors, ils ne les écoutent pas du tout, ils consultent parce que dans le cahier des charges, il y a marqué qu'il fallait consulter les agents. Concernant effectivement le manque de transparence et de démocratie, il est flagrant, puisque les organisations syndicales ne sont quasiment jamais associées à ces décisions de marché ou autres. Ça ne passe pas dans les instances. Et souvent, quand vous êtes en comité technique d'établissement, en comité technique ministériel, on vous propose une solution toute finie, où avant, nous n'avons pas été associés, qui ont des impacts sur le travail, sur l'organisation, mais aussi les missions de l'administration, effectivement, à fort mécontentement des agents. Donc, ce qui fait que les organisations syndicales, on n'est pas contre tout et pour rien, mais il faudrait quand même, à un moment donné, fixer dans la loi qu'on soit associé, d'autant que dans certaines administrations, on nous interroge sur le budget global de l'administration. Il faudrait aussi qu'on sache ce qu'il y a dans la ligne budgétaire exactement et ce qu'on fait de cet argent. Voilà, donc ça, c'est une question qui, pour nous, est primordiale, c'est l'utilisation des fonds publics. Et les impôts que payent les administrés, puisque quand on paye les impôts, c'est pour avoir en face aussi un service public de qualité. Donc on pourrait juste citer un exemple qui est flagrant aussi, qu'on voit en ce moment, c'est avec deux aspects, un aspect juridique et un aspect sociologique, qui est le recours au cabinet de coaching extérieur pour les agents de catégorie A. Bien souvent, donc l'administration, quand ils voient qu'ils ont un chef de service qui ne va pas très bien, ils se disent on va lui mettre du coaching, comme ça on dira qu'on l'a accompagné, puis après on pourra le sortir, si ça ne marche pas. Et d'un côté sociologique aussi, ça permet aussi à certaines personnes dans l'administration de se dire j'ai pas le courage de dire que ça ne va pas, de lui dire en face et de le changer de poste. Donc ça a aussi des dérives en interne de l'administration qui font que ça pose quand même des vraies questions aussi de décision de pouvoir public. Et je passe la parole à Delphine. Donc oui, vous aviez mentionné l'exemple du rapport sur l'avenir du métier d'enseignant. C'est 496 800 €. La CGT l'a appris par voie de presse et à aucun moment donné les organisations syndicales n'ont été associées ou consultées sur ce scandale. Nous parlons de scandale car qui est le plus à même d'être expert de son travail et des besoins pour son avenir que les enseignants et enseignantes eux-mêmes et que les organisations syndicales qui les représentent. D'ailleurs, cette somme, c'est beaucoup, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des fonds publics utilisés pour, excusez-moi le terme, gaver ces cabinets privés, alors que les suppressions d'emplois se poursuivent dans de nombreux secteurs et que des services publics de proximité ferment. Donc, depuis la mise en œuvre de la LOLF et de la réduction constante des plafonds d'emploi, les cabinets pullulent dans le paysage des administrations. Ça s'apparente à du travail déguisé et à une délégation de services publics déguisés. La question de la déontologie et des conflits d'intérêts se pose également avec le recours à ces cabinets qui se partagent le gâteau des administrations et qui souvent font partie de la même obédience. En ce sens, la circulaire du Premier ministre du 19 janvier institutionnalise l'effet tourniquet et grave de sens pour le service public. Pour nous, il y a une certaine hypocrisie dans cette circulaire car finalement, ça admet qu'il y a des dysfonctionnements, des manques au niveau de l'administration, des manques de moyens, et qu'effectivement, en même temps, on est dans une privatisation des fonctions de l'État. Une circulaire, ça n'a aucun pouvoir contraignant, puisque là, il y a une nécessité d'encadrer, et cette dernière est même l'aveu de pratiques illégales, puisque, effectivement, il faut rappeler des règles simples de déontologie. En tout cas, on peut les lire dans cette circulaire. La question de la sécurité des données, là, qui était abordée tout à l'heure, elle nous semble vraiment très, très importante, puisqu'effectivement, ces cabinets conseils ont, dans le cadre de des missions qui leur sont confiées, elles ont accès à des données vraiment sensibles, la plupart du temps, ou couvertes par le secret professionnel. Il n'y a aucune garantie que ces données ne soient pas réutilisées à d'autres fins. La capitalisation, elle se fait, à notre sens, non pas au profit des administrations, mais à celui des cabinets conseils. Ces cabinets, du fait de leur incompréhension des missions de service public, comme on le disait tout à l'heure, sont un réel frein à l'adaptabilité des services publics, qui est un principe fondamental. Enfin, la CGT attire l'attention sur les comparaisons, puisque on a entendu
Madame de Montchalin parlait, faire des comparaisons avec d'autres pays européens. Je pense que ces comparaisons avec l'étranger, il faut vraiment faire attention, puisqu'on n'est pas dans un modèle de société qui est identique, qui n'est pas forcément comparable. Et en revanche, quand on parle de différences salariales avec l'étranger, là, les portes se ferment et il n'y a pas le même niveau de comparaison. Donc, les préconisations de la CGT sur ces questions, c'est assurer vraiment une indépendance stratégique de l'État en réintégrant au sein de toutes les administrations des services de veille, de prospective, capables de définir à terme des orientations stratégiques pour chaque champ du service public couvert et mener une réelle réflexion sur ce qu'est l'appareil d'État et les moyens qui doivent lui être alloués. Et c'est pour ça que d'ailleurs à la CGT Fonction publique, on mène toute une campagne qu'on appelle 10% en plus d'emplois, 10% en plus de salaire, de réduction de temps de travail. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu effectivement du renforcement de la fonction publique pour l'intérêt général, elle est centrale dans cette commission d'enquête. Merci beaucoup.